cette loi a complété par un article 58-1 la loi de 1971 qui a réformé certaines professions juridiques et judiciaires en introduisant justement un legal privilege, on dit à la française, pour les avis qui sont émis par les juristes d'entreprise. Alors ce legal privilege, les avis des juristes d'entreprise se distinguent du secret professionnel des avocats, mais vient quelque part compléter ce secret professionnel. C'était une réforme très attendue, qui a pris énormément de temps pour être mise en œuvre, qui avait suscité pas mal d'hostilité de certains avocats notamment, qui ont actionné des lobbies pour justement s'y opposer. Mais finalement, lors de la dernière législature, c'est tout de même passé. Maintenant, ce legal privilege des juristes d'entreprise est quand même soumis à des conditions assez strictes. C'est quand même une belle avancée, même si c'est, comme je disais, soumis à certaines conditions. L'avantage de ce legal privilege des juristes d'entreprise, c'est qu'ils peuvent désormais bien plus utilement satisfaire à leur mission, puisqu'ils se réfrénaient dans les conseils qu'ils donnaient aux entreprises, puisque ça pouvait être utilisé contre eux si les documents qu'ils émettaient pour conseiller ou attirer l'attention des dirigeants sur des risques qu'ils pouvaient encourir par certaines actions ou pratiques, et ça pouvait donc desservir l'entreprise. Ce qu'il convient encore de noter, c'est que ce dispositif n'entrera en vigueur que suite à des textes d'application qui doivent être adoptés, et au plus tard, je pense d'ici 1 an, à compter de son adoption par le Parlement. Donc il y a encore un tout petit peu de travail avant que ce legal privilege entre en vigueur en France. Alors, il y a 5 conditions qui sont posées par l'article 1er de la loi et qui sont cumulatives. Donc, tout d'abord, le juriste doit être titulaire d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent français ou étranger. Il doit avoir suivi une formation aux règles éthiques. Il faut évidemment que sa consultation soit destinée soit au représentant légal de l'entreprise et plus généralement aux organes de direction de l'entreprise, qu'elle reflète une prestation intellectuelle qui applique une règle de droit. Et enfin, la consultation doit porter une mention obligatoire qui marque le fait qu'elle est couverte par la confidentialité, par ce legal privilege, et doit également faire l'objet d'un classement particulier dans l'entreprise. Donc ces 5 conditions qui sont cumulatives posent une question finalement d'efficacité et d'effectivité en pratique du dispositif. Premièrement parce que, outre, comme Mélanie l'a indiqué, le fait que la loi n'est pas encore entrée en vigueur, il faudra des décrets d'application pour préciser les contours de certaines de ces conditions. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a la question qui se pose de la façon dont en pratique ça va se dérouler au regard de la manière dont les juristes pratiquent leur métier au quotidien, qui nécessite souvent dans les interactions avec que ce soit les dirigeants ou les opérationnels, une très grande réactivité et également une célérité dans la prise de décision. Il y a plusieurs limites à cet exercice du legal privilege, notamment en matière pénale et fiscale. Donc cette matière-là n'est pas couverte par le legal privilege et c'est exclu expressément par le dispositif. Et ensuite, c'est également pas opposable aux autorités de l'Union européenne, puisque la jurisprudence est très claire à ce niveau-là. Ce ne sont que les avocats inscrits à un barreau européen, donc le Royaume-Uni est exclu aussi, qui bénéficient du legal privilege. Se pose également la question de savoir comment les juridictions vont interpréter ce legal privilege à la française, puisque même pour les avocats, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne reconnaît pas, par exemple, le secret professionnel en matière de conseil.
alors que c'est contraire à la législation de 1971 qui ne fait pas de distinction entre l'activité de défense et l'activité de conseil. Benoît Cœuré, encore hier, a fait une déclaration lors d'une réunion de l'Association française du droit de la concurrence en disant qu'il n'était pas du tout exclu que l'autorité n'aille pas dans le sens de ce que dit la loi, mais se cale plutôt sur la jurisprudence de la chambre criminelle. Donc tout ça pour dire que les entreprises, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce legal privilege à la française, que l'on se félicite qu'il soit maintenant entré en vigueur, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut faire attention. Bon, premièrement, il y a les conditions dont Marion vous a parlé, elles doivent être respectées, donc il y a des choses qui doivent être mises en œuvre. Et ensuite, il faudra quand même veiller parce que si, par exemple, vous avez une descente en droit de la concurrence des autorités européennes, ils ne sont pas du tout tenus à respecter ce legal privilege à la française, puisqu'ils s'appuient sur leur jurisprudence des juridictions européennes pour justement considérer qu'il n'y a que les documents qui sont en lien avec la défense de l'entreprise et les consultations qui ont été émises par des avocats admis à un barreau européen qui peuvent bénéficier du secret professionnel.